l'époque de la dynastie norvégienne. On va se centrer sur quelques points: la politique, la religion, l'art, l'économie et des événements importants. J'ai parlé un petit peu sur l'histoire de l'époque de la dynastie mérovingienne. Il s'agit de la première dynastie royale de l'histoire de France. L'histoire compte que les origines des Mérovingiens sont mythiques, mais certains historiens supposent qu'elle se sera imposée à une partie des Francs dans la première moitié du 5e siècle. Mérové, c'est ce qui a donné le nom à la dynastie. Cependant, l'histoire ne sait pas s'il a vraiment existé. La dynastie mérovingienne, montre que le souverain, tout en respectant les coutumes germaniques, se considère comme un dignitaire romain. Il porte toujours un anneau sigillaire et une caractéristique physique, ce qu'il porte les cheveux longs à l'estire barbare. Mais il a acquis le manteau des officiers supérieurs romains. Dans le temps entre le 465 et 511 avec Clovis, que la dynastie s'affirmait. Sa conversion au catholicisme fait que dès Clovis, les seuls rois barbares chrétiens catholiques, alors les Burgondes et les Wisigoths, ont choisi un christianisme jugé hérétique par Rome, qu'on appelle l'arianisme. Il obtient ainsi le soutien des évêques et celui de l'aristocratie gallo-romaine, qui soit déjà convertis. Après la mort de Clovis, le royaume sera romain entre les mains d'un seul souverain. Cependant, le cas de 613 à 639 avec les règnes Clotaire II et Dagobert Ier. Dagobert est le dernier roi mérovingien qui exerce personnellement le pouvoir en luttant contre celui de l'aristocratie. Il s'est fait une réputation de bon roi justicier, mais il mène aussi de nombreuses campagnes militaires tout en entraînant une cour jugée par ses contemporains. La fin de son règne, comme celle de la plupart des mérovingiens, entraîne le partage du royaume et des guerres pour le pouvoir entre les héritiers ou d'autres candidats potentiels. De 613, une famille aristocratique se distingue particulièrement, celle des Pépinides. Un Pépinide, c'est la mère du palais, une des très grandes parties de l'ancien royaume franc. À la fin du 7e siècle, les rois mérovingiens n'ont presque plus le pouvoir réel, même s'ils succèdent jusqu'à 751 sans interruption et continuent à symboliser le royaume franc. C'est finalement Pépin le Vrai, fils de Charlemagne et petit-fils de Pépin de Star, qui s'impose en demandant l'accord du pape. Le dernier roi mérovingien, c'est Childéric III, en 751. Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose par rapport à ça, mérovingien? Oh oui, en effet, je suis en train de voir ces peintures parce qu'elles me rappellent les seules choses que je sais de l'art mérovingien, qui est spécialisé en sépulture. Ah Mais oui. ça, c'est les seules choses que je sais. Ah non, moi aussi, je connais un peu. Ah, tout c'est ça. vrai? Oui. Oh, ça c'est génial. On peut partager un petit peu peut-être. D'accord. L'art mérovingien. Il existe d'abord une présence de Rome, qui réside le plus souvent d'un héritage antique et recueilli et assumé sur place. Le baptistère de Poitiers imite souvent les formes de l'architecture du Bas-Empire. On remarque une constance aux pratiques du Bas-Empire, dans l'emploi courant de la forme basilique pour l'architecture religieuse. Certaines de ces basiliques, décrites par les contemporains, avaient la particularité de présenter une haute
tour-lanterne, dans la partie du monument située entre la nef et l'abside. La présence de cette tour de mosaïque ou de peinture murale démontre que les techniques romaines du décor monumental se gardent. Ce sont souvent de belles œuvres où la source antique est évidente, encore que très souvent elles témoignent d'un véritable esprit créateur d'une difficulté respectable de renouvellement, qu'il provienne des basiliques parisiennes ou qu'il se trouve encore en place dans la baptistère de Poitiers. Ces chapiteaux sont sculptés dans le marbre des Pyrénées. L'art copte a contribué à la naissance du décor du livre, qui trouve son naissance vers 800 dans la Bibliothèque nationale. La fleur sculptée de l'époque mérovingienne. La fleur sculptée de l'époque mérovingienne est presque exclusivement une fleur de marbre, car les sculpteurs de pierre aiment subsister une décoration florale, tandis que les œuvres de marbre sont toujours ornées de feuilles, de fleurs, de fruits. Ces œuvres proviennent de la région Pyrénées, où les très importantes carrières de marbre ont été exploitées dans l'Antiquité. À proximité des carrières se trouvaient des ateliers de sculpteurs qui, pendant tout le temps de l'occupation de la Gaule par les Romains, avaient exécuté des quantités de bustes, statues, stèles, colonnes, chapiteaux et bas-reliefs. Pendant toute la période mérovingienne, de nombreuses constructions s'élevaient en Gaule, églises, abbayes, oratoires et palais. Pour enrichir ce monument, les membres de la région Pyrénées sculptaient des châteaux, des chapiteaux, des colonnes, des linteaux et pour la sépulture des grands saints, évêques ou abbés, des sarcophages. Quand on pense que la sculpture mérovingienne est la première manifestation plastique d'un autre art du Moyen Âge, on peut dire qu'elle méritait toute l'importance. Le 7e siècle semble donc avoir été une belle époque pour la sculpture, comme il en fut pour l'architecture, pour la l'orfèvrerie et pour la miniature. Alors que, dans la province soumise à Dagobert, ces différents arts manifestent de la prospérité économique et des heureuses initiatives prises par les rois de France. La sculpture de marbre s'est développée remarquablement dans la province d'Aquitaine, alors que dans les provinces soumises à Dagobert, ces différents arts bénéficient de la prospérité économique et des heureuses initiatives prises par les rois de France. La sculpture de marbre s'est développée remarquablement dans la province d'Aquitaine, particulièrement riche et prospère. Grâce à celles qui nous sont parvenues, nous pouvons connaître les caractères, les sources d'inspiration et la part d'originalité de la fleur mérovingienne, en examinant les motifs dont elle se compose. Les feuilles de canth et ses dérivés, la vigne, le lierre, quelques feuilles diverses, de fleurs et de fruits. Les anneaux mérovingiens du musée de Genève. La ville de Genève possède des collections archéologiques qui méritent d'être mieux connues à Genève comme des autres lieux. On trouverait dans les dépôts quantité d'objets inédits et dignes d'être publiés. L'art mérovingien était vraiment un art funéraire. La mort était une chose fondamentale dans ces cultures. C'est pour ces raisons que les tombes étaient considérées comme une chose religieuse qu'ils devaient vénérer et protéger. Et aussi, il y avait des rites pour sépulter ses morts. Par exemple, quand une personne meurt et doit être sépultée, cette personne doit reposer sur ses dos.
Ses bras doivent être allongés sur le long du corps ou croisés sur les bassins, et les pieds doivent être en direction à l'est. Par rapport à la tête, cette doivent être légèrement inclinée sur les côtés, en direction à l'ouest pour voir le soleil se lever. Cette coutume est relationnée ou associée à un culte solaire, mais comme les Mérovingiens étaient des chrétiens, cette idée n'est pas confirmée. Aussi, les Mérovingiens sépultaient ses morts avec des choses utiles qui étaient vraiment importantes pour les personnes dans sa vie, comme par exemple des armes ou des bijoux. Par conséquence de toute cette idée et idéalisation de la mort, les Mérovingiens étaient des artistes avec des sarcophages. Les sarcophages étaient une chose aussi qui dénotait les niveaux sociaux. Les personnes plus pauvres étaient sépultées dans des coffres qui étaient faits en madrière ou en pierre, mais les plus élaborés étaient faits avec des pierres précieuses et des métaux. Ils sont considérés comme de véritables œuvres d'art et ils étaient exportés comme par exemple à l'éveil de Rhône ou à l'évasion parisienne. Les sarcophages étaient aussi décorés avec des motifs ornementaux, comme par exemple motifs géométriques comme des cannelures, strigiles, chevrons, cercles, spirales, entrelacs, et aussi des motifs végétaux comme des types pamprés ou lierre, qui sont symboles d'immortalité. Quelquefois, les sarcophages étaient aussi décorés avec des animaux réels ou fantastiques, comme par exemple les griffons ou les hippogriffons, qui sont des chevaux alliés avec têtes d'oiseaux, qui sont ou peut-être avec des symboles chrétiens comme les croix, et exceptionnellement, dans quelques cas, avec des scènes figurées. C'est pour ces raisons que les très beaux sarcophages sont sans doute ce qui se fait de mieux à cette époque. Bonjour, aujourd'hui nous sommes ici à la fac du droit à l'université de Costa Rica. Pourquoi? Parce qu'on va parler sur la politique pendant la dynastie mérovingienne. On y va. On va traiter des sujets de la hiérarchie, par exemple les rois, les évêques, les comtes et l'aristocratie. Et aussi on va mentionner sur la crise de la fin du 7e siècle. Par rapport à la politique, on a les rois qui obtiennent le pouvoir, leur force de leur origine divine et leur vertu guerrière. Les souverains reconnus par les assemblées des hommes libres composées de guerriers aristocrates. Il exerçait une autorité absolue. Il dirigeait ses sujets comme un propriétaire, ses paysans, sans tenir compte de leur appartenance religieuse ou régionale. Il aussi organisait sa cour d'une façon impériale. Ça veut dire quelqu'un s'occupe de son écurie, de sa table, de son tribunal. Les évêques, depuis la conversion du roi au catholicisme, ont été très importants. Pendant la période d'invasion, les évêques avaient été amenés à protéger la population, à intervenir auprès des envahisseurs, à restaurer la ruine laissée par les siècles de villes.
l'aristocratie, les deux aristocraties fusionnent pour mariage entre égales romains, francs, et ils sont appelés à des tâches administratives communes. Les maires du palais étaient chargés de leur surveillance et s'occupaient également de l'éducation des jeunes princes. À la cour, il avait retrouvé d'autres aquitains tels Arnulf, futur évêque Metter. À la cour, école de cadres, il apprenait à être fonctionnaire ou soldat. Il était formé par les notaires royaux à la pratique administrative et pouvait par la suite diriger les besoins économiques. Le comte et évêque, pour convoquer son armée, le roi fait appel à ses représentants dans la cité. Dans le comte, on a divisé le territoire en pays. Le comte détient tout le pouvoir administratif, judiciaire, financier, militaire. Il est nommé par le roi, en principe révocable. Le comte pouvait être soit un juge équitable, soit un tyran. Le comte qui n'était pas rémunéré avait la tentation de multiplier les amendes et les impositions, si bien que la population se tournait vers les grands personnages de la cité. Oh, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans la nature. Nous sommes dans la nature pour parler par rapport à un aspect très important de la période mérovingienne. C'est la religion. On va voir comment ils croyaient au Dieu et aussi comment petit à petit ils vont se convertir au christianisme. La dynastie mérovingienne, le monastère continue à avoir un rôle très important comme le centre du travail où les moines écrivaient les livres, les histoires de la civilisation. Et à partir du baptême de Clovis, il y avait une deuxième évangélisation et aussi le christianisme est devenu la religion du front. Il existe une légende qui nous raconte tout au long de l'histoire qu'on attribue à la dynastie mérovingienne de pouvoir surnaturel comme d'un dieu, étant donné qu'ils disent qu'ils sont descendants directs de Dieu. Ils ont été nommés rois presque depuis sa naissance automatiquement et ils avaient le pouvoir de parler avec des animaux. Les symboles étaient les chevaux et que représentait la force. Un aspect très important de la dynastie mérovingienne a été les monnaies. Les monnaies, ils sont inventés pour le paiement d'impôts. A été très important l'invention de ces monnaies. Premièrement, à l'époque mérovingienne, il y avait des échanges entre villes et des relations avec les ports de la Méditerranée, l'Espagne et l'Italie, grâce au réseau des routes romaines. Aussi, les Mérovingiens avaient aussi les Rhônes comme la grande voie des travaux commerciaux. En plus, les architectes étaient au service des évêques et des rois pour la construction des structures. Les princes ont reçu des formations administratives romaines à l'aide des conseillers lettrés de la Gaule du Sud. En plus, les Gallo-Romains ont rédigé la loi salique en latin dans les premiers royaumes. En raison des influences avec ce lettré, les francs aristocrates ont été formés à l'acte écrit. C'est pourquoi ils ont pu faire des testaments et établir des ventes et des donations. En général,
Les peuples roms sont composés des hommes libres qui portaient des armes, possédaient et cultivaient la terre. Ils étaient aussi maîtres d'esclaves ou prisonniers de guerre. Au niveau de la famille, le père a le pouvoir sur ses filles jusqu'au mariage. Et concernant les filles, ils doivent être inscrits à la communauté des guerrières à l'âge de 12. La famille a également la responsabilité de faute des membres au cas où elle doit payer leurs dettes ou leur venger à cause d'un crime. Il y a eu une diminution de la population germanique à cause des guerres, des épidémies comme des varioles, de dysenterie et de la peste, et des maladies comme le rachitisme, la tuberculose, les caries dentaires. En plus, on a trouvé dans les squelettes que la mortalité infantile était très marquée. Aussi, c'est qu'à cette époque-là, il était normal de mourir à 45 ans, comme le roi Clovis, ou à 36 ans, comme Dagobert. En plus, à ce moment-là, les causes de mortalité étaient les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les incendies, les inondations qui affectaient la Gaule. Ce fléau provoque l'arrêt du travail agricole et par suite des famines. Finalement, ils avaient une préférence plus rurale, presque rustique, qu'urbaine. Dans le paysage rural, on pouvait trouver l'existence de forêts, de chasse, de construction, du verre et du métal. Les Mérovingiens ont contribué dans beaucoup de domaines aux autres dynasties, comme dans la partie économique, culturelle, artistique et religieuse. D'après cette étude, nous avons appris que l'existence de cette dynastie est très importante